Qu'est-ce que la vérité? Enfin, c'est une vaste, difficile question, bien sûr. Une des manières de cerner un petit peu le contenu intellectuel de la notion de vérité, c'est de la positionner par rapport à ses contraires. Quels sont les contraires du vrai? C'est le faux, l'erreur, le mensonge. Qu'est-ce qui fait que je suis dans l'erreur, par exemple? C'est que je vois une chose autrement qu'elle n'est. Qu'est-ce qui fait que je mens? C'est que je dis une chose autrement qu'elle n'est. Qu'est-ce qui fait qu'une affirmation est fausse? C'est parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. Donc, on voit bien que l'idée de la vérité, la notion de vérité, eh bien, c'est qu'il y a une certaine correspondance entre ce que je peux connaître, penser, dire, affirmer et ce qui est. Dire ou présenter ou penser les choses autrement qu'elles ne sont en réalité, c'est précisément le contraire de la vérité. On pourrait dire de façon très générale que la vérité, c'est quelque chose qui caractérise une connaissance conforme à son objet. Une connaissance vraie, c'est une connaissance conforme à son objet. Il y a donc trois idées au fond. Il y a l'idée de connaissance, l'idée de quelque chose qui est et qui s'offre à la connaissance, ou qui est saisi plus ou moins bien par la connaissance, et justement la conformité de la connaissance à cette réalité. Et d'ailleurs, la définition classique de la vérité, c'est adequatio en latin, rei et intellectus, c'est la définition des scolastiques, qui veut dire la correspondance entre l'intelligence et la réalité, la correspondance adéquate. La conformité entre l'intelligence et la réalité. L'intelligence est vraie, la connaissance est vraie si elle est conforme à son objet. Ça demande un certain nombre de précisions, bien sûr. Qu'est-ce que la connaissance? Rappelons rapidement les différents aspects de la connaissance. Premièrement, la sensation. Nous avons 5 sens et nous recevons le réel par nos sens. Donc c'est un premier degré de la connaissance. Ensuite, nous l'intériorisons par l'imagination. À partir de là, il y a les opérations propres de l'intelligence qui, des images, abstraient les concepts. On appelle ça la première opération d'esprit, la simple appréhension. Consiste à dégager un concept. Je vois un certain nombre d'images, par exemple, de chiens, et je dégage le concept du chien. Et la deuxième opération d'esprit qui consiste à lier un sujet à un prédicat, c'est-à-dire une certaine propriété que j'attribue à un sujet, comme par exemple « ceci est un chien », donc ça c'est un jugement, « ceci est un chien », ou « ce chien est marron », ou encore « ce chien existe ». Tout ça, ce sont des jugements. Et enfin, la troisième opération qui enchaîne les jugements, qui est le raisonnement. Alors la question qui se pose, c'est où se situe la vérité? Est-ce que se situe dans toutes ces opérations de connaissance ou plus spécifiquement dans une des opérations? Alors la réponse est au sens très large. Eh bien, oui, on peut dire qu'à partir du moment où un dispositif de connaissance, que ce soit la sensation, l'imagination ou l'intellect, est conforme à son objet, eh bien, on peut dire qu'il est dans la vérité, si on veut, une sorte de vérité structurelle. Maintenant, la seule opération dans laquelle il y a un retour sur l'acte qui fait que je sais que j'affirme la vérité, c'est dans le jugement. Autrement dit, on considère que la vérité est à proprement parler dans le jugement. Elle n'est qu'indirectement et improprement dans les autres opérations. Par exemple, le sens, eh bien, il est conforme à son objet, mais il n'a pas de jugement sur sa conformité. Il se contente de l'être, ou de ne pas l'être si par hasard il est biaisé pour une raison ou pour une autre. Mais par exemple, si je juge que le bâton est tordu, le bâton qui est dans l'eau est tordu, c'est pas mon sens qui se trompe, il le voit bien tordu du fait des indices de réfraction différents, mais c'est mon intelligence qui, si elle en conclut directement que effectivement il est tordu, qui se trompe. C'est donc mon jugement qui est faux et non pas ma sensation. Et donc, de même, si je vois quelque chose que je dis bâton, disant bâton, je n'affirme ou je ne nie encore rien, et donc je saisis quelque chose. Ça n'est seulement quand je dis ceci est un bâton, que je prends position par rapport à la chose réelle, que je suis ou non dans la vérité. Donc la vérité est à proprement parler dans cet acte du jugement, parce que c'est dans cet acte de jugement que se produit cette réflexivité qui me permet de juger que je suis vrai.
C'est-à-dire que le jugement de vérité est un jugement sur la vérité de mon jugement, si je puis dire. Il y a une sorte de redoublement, de réflexivité impliquée dans l'opération de jugement. C'est vraiment très important de comprendre ça. Alors que dans les autres opérations, que ce soit la simple appréhension ou a fortiori la sensation, eh bien il n'y a pas de retour sur l'acte dans l'acte lui-même. C'est précisément le jugement qui opérera ce retour. On peut caractériser 3 registres de vérité en fonction finalement de la manière dont la connaissance atteint son objet. Si on s'en tient à l'opération de la connaissance en elle-même, qu'on appelle dans le vocabulaire scolastique l'opération logique, la logique c'est la science des opérations d'esprit, eh bien il y a une vérité de type logique, c'est-à-dire quand les opérations d'esprit sont conformes soit à la structure logique, comme en mathématiques finalement, conformité aux prémices et aux définitions, soit aux réalités qui sont mises en jeu dans ce qu'on appelle la proposition, c'est-à-dire le sujet, le verbe et le prédicat. Donc ça, il s'agit de la vérité logique, qui est une vérité en quelque sorte formelle. Et puis, on peut mettre aussi un registre de vérité qu'on peut appeler ontologique. Donc la vérité ontologique, qui est la conformité à la chose dans ce qu'elle est, c'est-à-dire son essence, sa nature. Si je dis que le chien est un chien et qu'il s'agit bien d'un chien, que je peux le vérifier de diverses manières, eh bien, ça, on va appeler ça une vérité ontologique. Et puis, on peut dire qu'il y a encore une troisième registre de vérité qu'on peut appeler la vérité existentielle, qui est lorsque je juge bien de l'existence d'une chose. C'est-à-dire, si je dis ce chien est, et puis qu'en fait il s'agit de quelque chose qui est pas réel, eh bien je ne suis pas dans la vérité. Lorsque j'affirme directement l'existence ou la non-existence d'une chose, je suis dans l'ordre d'une vérité existentielle. Par exemple, la licorne n'existe pas. Voilà typiquement une affirmation existentielle, une vérité négative. Je dénie l'existence à la notion de licorne. Alors il y a une chose sur laquelle on reviendra peut-être, mais qu'il faut signaler, c'est qu'on peut aussi voir la vérité de la chose du côté de la chose elle-même. À savoir, on peut se dire, par exemple, si je vois un billet de banque, je peux me demander si c'est un vrai billet de banque ou est-ce qu'il est faux. Qu'est-ce qui fait que le billet de banque est vrai ou faux ? Eh bien, c'est qu'il est entièrement conforme à sa nature officielle de billet de banque. Et donc, il y a des billets qui ont l'air d'être un billet de banque et qui ne le sont pas vraiment, qui sont les faux billets. Et donc, les choses peuvent être vraies ou fausses selon qu'elles sont plus ou moins conformes à leur propre nature. Alors on pourrait presque appeler ça encore un autre genre de vérité qu'on pourrait appeler la vérité ontique, la vérité des choses prises en elles-mêmes, et non pas directement par rapport à un jugement. Ceci dit, il y a quand même un jugement en amont, parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de ce qui constitue un vrai billet de banque ou un faux billet de banque. Et il n'y a que les banques qui émettent la monnaie qui ont le droit de faire des vrais billets, tous les autres font des faux billets. Donc il y a quand même quelque part un jugement de vérité en amont de la vérité ontique de la chose. Elle n'est jamais première. En d'autres termes, la vérité est toujours une relation entre une intelligence et une chose, et la vérité ontique donc n'est jamais que seconde en quelque sorte par rapport à la connaissance qu'on peut en avoir, spéculative ou pratique. Alors justement, il y a une autre distinction qui est extrêmement importante à soulever, qui est la distinction entre vérité spéculative ou théorique et vérité pratique. Pour les anciens, et notamment Aristote, il insiste beaucoup pour dire qu'il y a 2 registres dans le savoir. Il y a le savoir spéculatif ou théorique, la théoria, qui est recherché pour lui-même. Je cherche à savoir pour savoir. Et donc ce savoir se règle sur les choses pour les connaître. En sciences de la nature, par exemple, on cherche à connaître la structure du vivant, de la matière, etc. On cherche à connaître pour connaître. Ce qui nous permet ensuite, éventuellement, d'agir sur les choses. Et il y a une phase de connaissance, en quelque sorte, gratuite et spéculative. Puis il y a la vérité pratique qui consiste à connaître pour agir, pour faire quelque chose, pour agir ou pour faire, pour fabriquer ou pour avoir tel ou tel comportement. Et là, il s'agit de produire quelque chose dans la réalité, et donc cette chose va être soumise à l'intelligence. Dans le cas de la vérité spéculative, l'intelligence est mesurée par la réalité qu'elle connaît, tandis que dans le cas de la vérité pratique, eh bien, elle est la mesure de la chose qu'elle doit faire exister. L'artisan ou l'artiste est la règle, la mesure de ce qu'il veut produire.
Tandis que le savant, le philosophe, enfin celui qui cherche à savoir ce que sont les choses, eh bien lui, il va être mesuré par les choses et sa vérité sera d'exprimer la structure même des choses telles qu'elles sont. Alors, c'est intéressant de voir que déjà, dans notre propre activité intellectuelle, il y a donc un double aspect. Un aspect mesuré par le réel, et puis un aspect mesurant nos actions et nos fabrications. Je dis ça parce que du coup, si on revient sur cette notion de vérité ontique, les choses ont une vérité par rapport à leur nature, ce qui veut dire que cette nature a été pensée. Soit par exemple la banque centrale qui fabrique les billets, soit par l'auteur de la nature. Alors évidemment, s'il n'y a pas d'auteur de la nature, il ne peut pas y avoir de vérité de la chose. Mais si on pense que les choses ont une nature déterminée, que le chien est un chien parce qu'il est une nature déterminée qui le rend différent du chat ou de l'homme, eh bien c'est qu'il y a quelque part un auteur de la nature. Sinon, il n'y a pas de vérité des choses. Et donc, ça veut dire que l'intellect créateur mesure les choses et il est mesuré par aucune. L'intellect humain est mesuré par les choses, mais il est mesurant pour ce qu'il produit. Et les choses, elles sont mesurées par l'intellect divin et mesurantes pour l'intellect humain. Alors, justement, puisque la vérité, c'est la connaissance adéquate de ce qui est, il y a donc un rapport entre la vérité et l'être. Et c'est très important parce que pour les philosophes, pour la métaphysique, eh bien, l'être est une notion fondamentale, c'est l'objet propre et formel de l'intelligence. L'objet propre et formel de l'intelligence, selon Aristote et les philosophes qui le suivent, dont je suis, c'est donc l'être. Il y a un rapport de proportion réciproque entre l'intelligence et l'être. Alors, justement, la vérité va être l'expression de ce rapport entre l'intelligence et l'être. Donc la vérité a un rapport direct à l'être, sans être tout à fait identique à l'être. Donc ça nous ramène à la fameuse question de ce qu'on appelle les transcendantaux, c'est-à-dire que certes, l'intelligence est capable de saisir l'être, mais elle n'est pas capable de l'épuiser simplement dans le simple concept d'être. Et donc, elle décline en quelque sorte ce qu'elle saisit dans l'être, non seulement avec le concept d'être, mais d'autres concepts qui sont équivalents à l'être sous un certain rapport et qu'on appelle les transcendantaux, parce qu'ils s'attribuent à toute chose, à toute réalité. Ils sont au-delà de ce qu'on appelle les catégories, des différentes réalités. Tout ce qui est, en tant qu'il est, eh bien, comporte ces propriétés qu'on appelle les transcendantaux. Quels sont les transcendantaux? Eh bien, il y a l'être en premier, l'ens, l'étant, qui est donc cette réalité proportionnée à l'intelligence, mais il y a aussi, pour autant qu'une chose est, elle est une, il y a donc l'un, qui est l'être en tant qu'individu, c'est-à-dire que si l'être est séparé, il y a deux êtres. Donc si je pense l'être en tant qu'être, je le pense dans son unité d'abord, même si ensuite je suis obligé de concéder que, eh bien, en réalité, il est composé de parties, etc. Mais disons que l'être en tant qu'être, il est un. Ensuite, il y a le vrai, qui est l'être en tant qu'il répond, qui est proportionné à l'intelligence. Donc là, on est dans la catégorie du vrai. Ensuite, il y a le bien, qui est l'être en tant qu'il est proportionné au désir, à la volonté. Et puis, il y a la res, qui est l'être en tant qu'il est quelque chose, une essence, une nature, un ceci et une chose particulière, une res, une chose. Il y a encore le transcendantal qu'on appelle aliquid, c'est-à-dire alius quid, autre que toute chose en tant qu'elle est cette chose, elle est différente de toutes les autres. Et donc elle se contre-différencie elle se contre-distingue de toutes les autres, en tant même qu'elle a une nature, une res. Donc voilà les transcendantaux, puis encore le beau que les scolastiques en général ne mentionnent pas dans la liste des transcendantaux, mais qui est l'être en tant qu'il fait la joie de l'intelligence, et donc il répond à la fois à l'intelligence en tant que, c'est un aspect de l'être que l'intelligence saisit, mais en tant qu'il est joie, il relève de l'appétit, donc de la volonté. Donc le vrai, au sens le plus universel du terme, est un équivalent de l'être. Donc il y a autant de vérités, si je puis dire, ou de choses vraies que de choses qui sont. Et plus les choses sont, plus elles sont vraies.
Il y a quand même des questions que j'ai soulevées au début et sur lesquelles il faudrait revenir maintenant, c'est-à-dire finalement, y a-t-il une seule vérité? Y a-t-il une vérité absolue? Peut-on dire, et en quel sens, à chacun sa vérité? Autrement dit, y a-t-il plusieurs vérités? Y a-t-il une vérité avec un grand V, c'est-à-dire une vérité qui est la vérité qui s'impose à tous, hein, qui est la plénitude de toute vérité? S'il y a une vérité une, c'est la vérité qui est la mesure de toute chose, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure que si les choses sont vraies, c'est en tant qu'elles sont mesurées par une instance productrice ou créatrice. S'il y a donc une vérité une qui convienne à toute chose, c'est pour autant qu'il y a un être qui est à l'origine de toute chose, qui est le concepteur et le créateur de toute chose. Autrement dit, s'il y a une vérité une, elle est en Dieu. C'est une vérité divine, et d'ailleurs le Christ, quand il affirme « je suis la voie, la vérité et la vie », en disant qu'il est la vérité, il s'affirme comme Dieu. Hein, la vérité avec un grand V, c'est une propriété de Dieu. Et en ce sens-là, la vérité est une. C'est-à-dire qu'il y a une vérité divine qui convient à chacune des choses. Chacune des choses est mesurée par la vérité divine. Il n'y a pas plusieurs vérités en Dieu, il y a une seule vérité qui mesure l'infinie diversité des choses et des réalités. Bon, ça c'est une question un peu théologique sur laquelle il faudrait pouvoir s'appesantir, mais je ne fais que la mentionner en passant. Alors maintenant, est-ce que le fait qu'il existe une vérité une, hein, cette vérité divine, comme d'ailleurs le soutiennent les religions, eh bien, est-ce que ça fait qu'il n'y aurait pas plusieurs vérités? On peut en effet dire qu'il y a plusieurs vérités de plusieurs manières. C'est que la vérité n'est une qu'en Dieu. Dans notre esprit, comme la vérité est une relation entre l'esprit et la chose, pour autant qu'il y a plusieurs esprits qui connaissent les choses, eh bien, il y a plusieurs vérités dans chacun de ces esprits, qui ne sont pas forcément différentes. S'il s'agit de la même chose prise sous le même rapport, cette vérité devrait être la même dans les différents esprits. Au sens logique du terme, maintenant au sens psychologique, elle va rester différente puisqu'elle va être vécue par chacun des personnes considérées. Alors, il y a aussi plusieurs vérités, tout simplement parce qu'il y a plusieurs choses différentes à connaître. Et chaque fois qu'il y a une chose différente, eh bien, il y a une vérité différente, même dans le même esprit. Et enfin, la même chose peut être connue sous des angles différents. Par exemple, l'homme peut être connu dans son aspect social ou dans son aspect psychologique. Et donc là, il y aura des vérités psychologiques et des vérités sociales qui vont s'attribuer à cette réalité qu'est l'homme, mais qui sont en même temps des vérités différentes, et ainsi de suite. Donc, il est évident qu'il y a d'un côté une seule vérité pour autant qu'elle mesure toutes les réalités, mais de l'autre côté, il y a autant de vérités que de réalités à saisir et qu'il y a d'esprit pour les saisir. Alors maintenant, encore une fois, s'il s'agit de la même chose sous le même rapport, il faut que la vérité à propos de cette chose soit la même dans les différents esprits. Hein, sinon, on n'est plus dans l'ordre de la vérité. On ne peut pas dire à chacun sa vérité au sens où chacun pourrait se faire son idée sur la même chose. Si il y en a un qui dit que la Terre est ronde et l'autre qui dit que la Terre est plate, il y en a forcément un qui a raison et l'autre qui a tort. C'est pas compatible. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a qu'une vérité. Ou bien la Terre est plate, ou bien elle est ronde.